Bonjour Solange. Bonjour Barbara. J'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui après avoir fait ta connaissance quand tu étais de passage en Alsace. Et on s'était promis de se refaire un petit rendez-vous pour que tu puisses nous présenter à la fois la société dont tu es la PDGR ou la CEO, qui est donc Médoucine. Alors Médoucine, tu vas nous en parler un petit peu plus. Et donc, non seulement que tu nous présentes Médoucine, mais que tu nous parles aussi de ton parcours qui n'est pas banal. Voilà, alors ça c'est le menu. Très bien. On va tout de suite attaquer dans l'entrée, dans le vif du sujet qui est Médoucine. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette plateforme en quelques mots et nous dire ce qu'elle a de différent par rapport à... J'ai le droit de citer Doctolib ou pas? On peut. You know who. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, d'abord, l'ambition de Médoucine, c'est vraiment de rendre chacun acteur de sa santé au naturel et donc de permettre de trouver avant tout les bons praticiens dans tout ce qui est le domaine des médecines douces, thérapies complémentaires. Donc, c'est l'ostéopathie, hypnose, sophrologie, etc. Et donc, comme tu le disais, on a une plateforme sur laquelle on peut prendre rendez-vous, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà de la plateforme, on représente un réseau de plus de, je disais, 1600 thérapeutes aujourd'hui sur toute la France. Et ce sont des thérapeutes que l'on a sélectionnés sur leur certification, sur la vie des personnes qui sont allées les rencontrer, etc. Donc, on est à la fois effectivement une plateforme pour prendre rendez-vous, mais on est avant tout un réseau de thérapeutes. Voilà. Et donc, la différence, on peut le dire avec Doctolib, c'est à la fois la sélection, a priori, de ces thérapeutes, parce que on est dans un domaine non réglementé, donc c'est important de s'assurer qu'on a les personnes qualifiées face à soi. Et puis, l'avis, en fait, des personnes qui les ont consultées, puisqu'on a plus de 98% des personnes qui recommandent leur consultation et vous pouvez avoir toutes les informations, les retours des personnes qui ont consulté avant vous quand vous consultez le profil d'un thérapeute. Ah, c'est pas mal ça, 98%, c'est un beau taux de retour, hein? J'avoue que moi-même j'étais impressionnée, j'en attendais pas tant pour être franche. Et puis ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ça c'est ce qu'on me demande le jour J. Est-ce que vous avez apprécié quelque part ce moment que vous vous êtes accordé? Donc, on peut se dire c'est cool, on a passé un bon moment. Mais nous on demande aussi 30 jours après la consultation, est-ce que ça a changé quelque chose pour votre santé? Est-ce que vous voyez un impact? Et là on a 80% de gens qui répondent oui. Donc c'est aussi très positif pour nous dans l'impact en fait que peuvent avoir les thérapeutes sur la santé des personnes qui les consultent. Oui, donc effectivement, tu vas beaucoup plus loin qu'un simple annuaire, puisqu'il y a toute cette notion de tri, de sélection, de praticiens qui sont donc certifiés, validés par vos équipes, par tes équipes. Ça. Donc ça fait déjà la différence, puisqu'il y a un premier tri, puis après tu demandes l'avis. Donc effectivement, ça fait comme un espèce de suivi. C'est très très intéressant. Donc tu as commencé quand la start-up, elle a démarré quand? Elle a démarré il y a un peu plus de 5 ans, au printemps 2016, bientôt 5 ans et demi en vérité. 5 ans et demi. Et ouais. Dis donc, et puis vous êtes quand même une équipe, j'ai vu sur le site, on voit la présentation de ton équipe, vous êtes 17 ou 18, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, peut-être que tout le monde n'est même pas encore en ligne, puisqu'on vient de recruter pas mal de monde, justement pour développer le réseau. Donc on est plutôt 20-25 maintenant dans l'équipe Médoucine, ouais. Pas mal. Et toi, tu te retrouves, finalement, tu as été propulsée à la tête de cette start-up que tu as créée, bien sûr. Tu es fondatrice avant tout de Médoucine. Comment tu gères ta stature, ta posture de leadership, de management? Parce que finalement, tu es passé de 0 à 20-25, quoi. Hein, en 5 ans, certes, mais quand même. Oui. De une personne à 20 ou 25. Comment tu gères ça? Ouais. Écoute, c'est une bonne question parce que c'est vrai que maintenant je dis aux gens, on est en train de devenir une vraie boîte. Ouais. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de garder les côtés positifs de l'entreprise parce que avant de faire Médoucine, j'avais déjà géré des grosses équipes, j'avais des gros jobs dans une grosse boîte. Mais en fait, du coup, j'ai un peu vécu cette posture de management, mais dans un cadre où en fait, on est
dans un cadre quand même très très processé et puis amené par d'autres, quoi. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée moi-même toute seule dans mon salon, ça a été un peu une grosse rupture. Et ensuite, j'avoue que je repartais parfois un peu à reculons avec l'idée de embaucher des gens, gérer des gens, parce que bon, le management c'est génial, mais ça peut être un petit peu difficile parfois. Et en fait, tu as raison que j'évolue avec la boîte et j'essaye de m'adapter en fait à chaque stade de vie. Au départ, on démarre, on se bat, après on constitue une première équipe et puis ça grandit. Là, se pose plus effectivement des questions d'organisation. Et en fait, je crois qu'on en avait parlé quand on s'est rencontrés, mais j'ai découvert un truc qui me plaît beaucoup en matière de gestion de l'entreprise, qui est tout ce qui est entreprise libérée. Alors j'aime pas trop ce terme, mais tout ce qui est autogouvernance des équipes, donner un sens en fait à sa mission et du coup faire en sorte que les personnes qui travaillent dans l'entreprise soient au service de la mission de l'entreprise et du coup quelque part sachent ce qu'elles ont à faire sans qu'on ait besoin de les micromanager. Voilà. Parce que personnellement le micromanagement ça m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie de ça même dans l'entreprise, même fait par d'autres, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, cette autogouvernance, cette entreprise libérée, absolument, on en avait parlé, je m'en souviens très bien de cet échange. Tu arrives à le concrétiser chez Médoucine? Alors, c'est un parcours, là aussi. C'est en chemin, je dirais. En fait, ce qui est pas évident, c'est que moi-même, j'y connais pas grand-chose en vérité, puisque j'ai été on va dire élevé, j'ai grandi dans des cadres beaucoup plus conventionnels en fait d'entreprise, et donc moi-même je développe ma propre culture là-dessus. Et puis pour les équipes, à la fois dans un mode toute petite boîte, c'est assez naturel en fait, parce que les gens qui viennent au tout début d'une entreprise comme ça, ils viennent pour l'aventure, ils viennent pour le développement, ils viennent pour participer à la création de quelque chose. Donc d'une certaine manière, ça se fait tout seul. Actuellement, on grandit beaucoup, je le disais, et du coup, à la fois je recrute là-dessus parce que c'est aussi des valeurs qu'il faut avoir qui soient cohérentes pour que le truc fonctionne. Donc je filtre un petit peu les gens au démarrage en leur expliquant qu'il va y avoir responsabilité, autonomie, etc., qu'il va falloir aussi s'accrocher. J'ai dit ça l'autre jour dans une interview, on m'a dit oui Solange, tu sais, s'accrocher c'est un peu dur, mais c'est vrai parce que en fait c'est exigeant comme méthode, voilà. Et donc c'est pas toujours évident, mais en fait je crois profondément que c'est vertueux et donc je suis sereine qu'on va trouver le bon chemin parce que parce que j'ai une équipe aussi qui est très chouette, quoi, et qui a un gros potentiel. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses que c'est une question d'âge? Est-ce que ton équipe, ce sont essentiellement des jeunes, des personnes qui sont sorties des études et qui commencent directement chez toi? Ou est-ce que c'est pas vraiment une question d'âge et que en fait c'est une question de mentalité, d'état d'esprit? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi-même tu es autodidacte, c'est pas le cas de tout le monde forcément. Et comment tu vois ça en tout cas à l'œuvre dans ton entreprise? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile quand tu as une équipe de jeunes, quand tu as une équipe de seniors, quand tu as un mix? Comment tu vois les choses? Alors moi je suis une convaincue de la diversité. Voilà. Donc j'ai des gens de tous les âges. Je pense que alors la première, parmi nos premières recrues, il y avait quelqu'un qui avait, je pense, 21 ans, donc elle doit bientôt en avoir 25. Donc voilà, on a des vingtenaires, on va dire, on a des trentenaires, on a des quarantenaires, peut-être même un petit peu plus. Donc en tout cas, on a quand même un vaste panel de gens qui ont l'expérience, qui n'ont pas d'expérience, qui ont travaillé dans d'autres domaines. Et je trouve que c'est cette diversité qui apporte de la richesse. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est un peu ce que je disais, c'est les valeurs en fait, et notamment pour que ce système de fonctionnement puisse être effectif. Ce qui est important, c'est la transparence. Donc dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, pouvoir vraiment avoir confiance les uns dans les autres, parce que ça demande une réelle collaboration, qui soit pas juste de façade ou voilà, mais qui soit quelque chose de construit. Et puis l'envie de progresser, l'envie de se développer, l'envie de se développer pour soi-même et du coup pour le collectif et pour l'entreprise, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors il y a une chose dont tu n'as pas encore parlé, on va parler un petit peu de ta vie privée, mais pas trop, je te rassure. Tu es également dans la vie par ailleurs, en plus d'être PDGère, tu as également une vie de famille. Donc tu as un conjoint, tu as 3 enfants.
Et bien sûr, la question qui tue et qu'on pose à toutes les femmes, c'est comment tu arrives à gérer ton équilibre entre cette vie pro qui est quand même très intensive et très exigeante, hein, j'imagine, en temps, et ta vie perso que tu continues à soigner. Ouais. Alors c'est marrant que tu poses cette question parce que déjà moi j'ai envie de dire que je crois dans l'égalité et donc en fait j'ai toujours éviter de me projeter comme je suis une femme, donc ceci ou quoi. Parce que effectivement, ce que je pense profondément, c'est que, alors c'est vrai que tout nous le renvoie qu'on est une femme, et puis la vérité, c'est que les femmes portent encore beaucoup la vie de famille, le foyer, l'organisation, nanana. Et en même temps, si nous-mêmes on se projette là-dedans, alors on est dans un cercle où on va pas en sortir, quoi. Voilà. Donc moi personnellement, j'assume le fait d'être une mère indigne. Mais du coup, bon, pour autant, j'ai des enfants hyper épanouis et sympas et ça se passe super bien avec eux parce que aussi je leur ai donné justement cette autonomie en disant moi je peux pas tout gérer, quoi. Et dans ma vie professionnelle, en fait j'ai toujours quand même beaucoup travaillé, donc finalement aujourd'hui quasiment j'ai presque plus de liberté, de flexibilité que ce que j'ai pu en avoir quand on a un gros job dans une grosse boîte. Honnêtement, on est beaucoup plus pieds et poings liés par des contraintes, quoi. Voilà, que j'ai toujours, qui peuvent s'étaler peut-être encore plus dans la semaine ou dans l'année, mais j'ai plus de plaisir à faire aussi, quoi. Donc c'est vraiment cette notion de regard que tu portes dès le départ sur l'égalité des tâches ménagères, parentales, etc. Et l'égalité évidemment de l'engagement professionnel. Et à partir du moment où tu te projettes là-dessus, forcément tu vas avoir un discours qui en tient compte. Donc tu vas pas paraître pour cette mère toute puissante qui veut tout faire un peu à la Wonder Woman, c'est ça ? C'est ça. Ce que je remarque souvent chez les femmes, c'est ça, quoi. C'est le truc un peu de contrôle total de la famille, du boulot, du truc. Et en fait, c'est épuisant, quoi. Hein, d'où le burn-out et tout ça. Et du coup, bon, moi, j'avoue que j'ai un peu une tendance aussi de suractivité, quoi. Et que l'égalité dans notre couple n'est pas là, hein, sur la gestion du quotidien, des tâches, des enfants, du gna. Ça, c'est malheureusement, je le porte comme un principe. Ça n'est pas forcément une réalité. Néanmoins, du coup, j'assume de temps en temps. Je me dis ça c'est pas fait, mais enfin en même temps mon mari aurait pu le faire. Et puis si je peux pas le faire, tant pis, on va se démerder sans ça. Et puis et pour autant, je ne me dis pas ma carrière passe en second ou ce que mes envies passent en second. Voilà, j'essaye c'est vrai comme toutes les femmes, hein, j'essaye aussi de tout équilibrer. Et ce que j'ai lâché, c'est peut-être le besoin de perfection. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai construit. Et c'est pas évident parce que moi-même c'est le truc un peu de confiance en soi aussi, quoi, d'oser. C'était la prochaine question, tu m'as anticipé. Voilà. Toi, c'est ça que si tu, je sais que tu travailles pas mal avec des femmes, tu le sais mieux que moi, quoi. C'est-à-dire, moi, surtout quand j'ai commencé Médoucine, il y a pas mal de femmes qui sont venues vers moi, des copines de copines de copines. Ah, comment t'as fait, nanana. Et ce que j'ai remarqué, c'est que elles avaient tout en main, le truc était carré, cadré et tout ça. Un mec aurait déjà lancé 12 fois sa boîte et levé des fonds sur un bout de papier. Et en fait, elles étaient encore en train de se demander si ce qu'elles faisaient était suffisamment bien, quoi. Donc en fait, moi j'aurais dit oui, tu t'en fiches, tu pars avec ce que t'as et tu fais, c'est le fake it till you make it, hein, qui est le truc de l'entrepreneuriat et qui est, j'ai l'impression un petit peu contre nature pour une majorité de femmes, alors que en fait, une fois qu'on se lance là-dedans comme dans un jeu, les femmes sont hyper capables de réussir, quoi. Ouais, ça c'est vraiment chouette, hein, comme message. Effectivement, le problème de confiance en soi. Je voudrais juste revenir sur la notion de culpabilité, parce que ce qui me paraissait intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'à partir du moment où tu as accepté de lâcher prise sur ton besoin de perfection, du coup, ce qui n'est pas fait, c'est pas plus grave que ça, et du coup, tu peux te distancier de ce sentiment de culpabilité qui est quand même très féminin, hein, qui pour des tas de raisons nous retombe plus souvent dessus que chez les hommes en tout cas. Et je trouve ça intéressant justement d'avoir cette posture de dire j'essaie d'équilibrer parce que les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait actées et qu'aujourd'hui je me retrouve quand même à gérer plus de choses que mon conjoint. Mais n'empêche que quand c'est pas fait, c'est pas grave, je passe à autre chose. Je me mets pas la rate au courbouillon. Ouais. et du coup, ça permet d'enlever cette culpabilité et puis d'oser, quoi.
C'est ça. Là-dessus, j'avoue que je m'inspire pas mal de mon mari parce que je me dis, bah, en plus, on a fait les mêmes études et tout, tu vois. Donc, en fait, je me dis, bah, lui, il le fait, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais. Et il a un truc qui est au premier qui craque. Tu vois, quand il y a un truc à faire, quand il y a un truc à faire, c'est qui va s'en emparer en premier. En fait, c'est le premier qui craque et qui en peut plus. Et lui, il jouait même à ça, tu sais, quand tu fais des binômes en école, il était déjà là-dedans, quoi. En fait, il bossait avec des nanas et c'était toujours elle qui bossait parce qu'au premier qui craque, elles avaient toujours perdu, quoi. Et en fait, voilà, moi, j'essaye de gagner au premier qui craque. Donc, de ne pas craquer et puis de laisser faire certaines choses, voilà. Ouais. Et finalement, ça marche et on s'aperçoit que ça marche aussi, quoi. Ça fonctionne. Oui, parce qu'en vérité, il y a plein de trucs qui fonctionnent sans que ce soit aussi bien huilé que ce qu'on aimerait, quoi. Et alors à la fois, moi c'est presque dans le boulot que j'ai ce truc de perfection qui me voilà, qui me tient encore parfois de trop. J'essaye de trouver le bon équilibre parce que je veux faire des trucs qualitatifs aussi. Et puis voilà, il faut faire les choses bien. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit faire bien, mais voilà, de quand même lâcher prise un petit peu, pas en faire trop, quoi. Ouais, c'est chouette ça. Alors juste sur le oser, donc ça, la confiance en soi. Comment tu as construit la tienne? Sur quoi tu t'es bâtie? Sur des modèles, alors c'est rigolo, je te dis presque c'est mon mari là-dessus déjà le premier cran. Je lui dis bah, lui il a une confiance en lui de ma boule là, dans la même situation il n'hésiterait pas. Pourquoi moi j'hésite encore, quoi. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Et puis je sais pas, certaines lectures, des rencontres. Franchement, j'ai pas de déclic, et puis c'est encore quelque chose que je travaille en vérité, hein, parce que je vois bien qu'il y a plein de choses, il y a plein de moments où peut-être que je devrais faire des trucs que j'ose pas faire, voilà. En tout cas, il y a un truc que j'ai appris parce que c'est vrai que quand tu te lances, c'est pas tout n'est pas toujours très lisse ou facile, et pour le coup il faut vraiment dépasser pas mal de peurs notamment, et je me suis dit bah en fait la peur est mauvaise conseillère, quoi. Et donc, il y a un jour, tu sais, moi, je suis quand même assez dans la raison et l'analyse. Un jour, je me suis dit, non, attends, il faut jamais prendre une décision sur la peur, c'est une très mauvaise idée. Et donc, le fait de l'identifier, d'essayer de s'en sortir, rien que ça, de mettre un mot dessus, ça permet d'avancer aussi, quoi. Ça aide. Tu parlais de lecture. Est-ce qu'il y a une lecture qui te vient en tête, hein, en particulier, ou une rencontre qui te vient en tête? Je sais pas. Je te pose la question à la débeauté, hein. Je sais que tu t'es pas préparée, donc voilà, si tu sais pas, c'est pas grave. Mais non, sur le oser, non. Moi, de ma lecture favorite, je t'en ai parlé, c'est plutôt sur ce mode de management dont j'ai parlé, qui je pense super. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle Reinventing Organization, en anglais, mais c'est en français. Ça existe en BD, donc moi, ça m'a justement. Je suis pas une grosse lectrice de livres de management, j'avoue, ça me gonfle. Je préfère des livres, je préfère des romans. Mais celui-là, j'ai lu avec plaisir parce que je trouvais ça très intéressant sur à la fois l'histoire des organisations, les principes, voilà, depuis les origines, hein, l'homme des cavernes, le village, l'église, l'armée, voilà, exactement. Donc il y avait un côté historique que j'aime bien, et puis un côté après décryptage par cet auteur qui s'appelle Frédéric Laloux, qui est sociologue en fait, voilà. Et donc décryptage avec justement finalement une lecture de ces entreprises qui ont réussi à mettre l'humain au centre de l'organisation. Donc là, on boucle avec Médoucine, puisque c'est aussi ça, quoi, concret. Est-ce que tu as l'impression que c'est un milieu d'hommes, les startups? Est-ce que tu as eu, toi, le sentiment que c'était difficile de t'imposer en tant que femme? Alors, c'est certain que c'est un milieu d'hommes, de jeunes hommes en plus. Enfin, pas que en vérité, parce que finalement, je crois que l'âge moyen de l'entrepreneur, au final, c'est 42 ans ou je sais pas quoi. Donc finalement, moi, quand je me suis lancée, j'étais vraiment là-dedans. Mais très masculin, effectivement. Un peu pour les raisons qu'on a évoquées, à mon avis, et puis aussi toutes les raisons qui font que ce sont les hommes qui sont quand même à la tête des organisations, donc de la finance, donc de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée, à la fois, franchement, comme les femmes sont rares, je bénéficie aussi de cette rareté et de ce que de temps en temps on dit super, il y a une femme qui fait de l'entrepreneuriat, elle vient nous parler. Voilà, ça m'a aussi donné des occasions de visibilité, à contrario, hein, un peu de préférence. Mais au tout début, c'est vrai que les premières fois où j'ai pitché Médoucine, c'était un peu super, une femme qui se lance dans les médecines douces, c'est un peu c'est un peu gentil, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est licorne et paillettes, quoi.
Ouais, voilà. Mais bon, au final, pareil, tu vois, moi j'essaie de pas trop m'arrêter aux images et puis et d'avancer. Ok. Donc ton conseil, le conseil que tu donnerais à une femme qui veut se lancer mais qui hésite, c'est Bah, quoi? oser. Oser. On a dit, voilà. C'est oser se planter aussi, quoi. Hein. C'est Oser se planter, voilà, oser tester, oser jouer aussi, le prendre comme un jeu plus que comme un combat, parce que ça peut être ça aussi. Parfois, moi-même, je me suis battue contre moi-même, voilà, à vouloir absolument faire des trucs, et en fait, c'est plus sympa, je trouve, de le prendre sous l'angle du jeu. Ouais. Ça permet plus facilement de se planter, et puis ça permet plus de réussir, parce qu'en fait, je pense que les femmes globalement sont quand même bien organisées, structurées, elles planifient bien, voilà, l'exécution est au rendez-vous. Donc le truc, c'est effectivement de juste y aller, de passer à l'action, en fait, pas trop réfléchir. Rentrer dans l'action et tu sais, j'ai un truc qui est comment on mange un éléphant et donc la réponse c'est cuillère par cuillère. Voilà. Cuillère par cuillère, donc c'est un peu ça, voilà, se lancer, ouais. Ça peut paraître de manger un éléphant, mais en fait cuillère par cuillère ça vient. Ouais. Voilà. Bah super, bah écoute, merci pour le temps que tu as bien voulu me consacrer aux auditrices de Happiness Factory qui verront donc une raison de plus de se lancer, d'oser. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de cet entretien, c'est d'avoir osé, de t'être lancé dans quelque chose qui te tenait à cœur, sur lequel tu étais aligné, hein, je crois que ça c'était important. Médoucine, c'est ton bébé, quoi. Hein. C'est pas juste un moyen de gagner ta vie, justement. Tout à fait. Donc voilà, bah merci de nous avoir fait partager tes expériences, tes difficultés aussi parfois, hein, parce que c'est sûr que c'est pas simple. Et puis, on va souhaiter longue vie à Médoucine. Quel est l'objectif que tu t'es fixé en termes, je sais pas, de thérapeute? Il y en a un ou il y en a pas? Écoute, tu sais, nous on voit toujours à courte vue, donc là on est juste en train de projeter l'année prochaine. Donc oui, là, comme je disais, on a pour objectif de finir l'année à 1800 thérapeutes, donc peut-être doubler encore l'an prochain, 3500. Et puis à suivre, parce qu'on a envie de lancer d'autres services pour le grand public, toujours en s'appuyant sur notre communauté d'experts finalement que sont les thérapeutes. Donc plein de nouvelles choses à suivre. À venir. Voilà, et merci à toi, Barbara, pour cette invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, on souhaite longue vie à Médoucine, mais on te souhaite encore à toi plus longue vie. Ah oui, merci. Et puis, merci de nous avoir consacré ton temps et belle semaine à toi et à bientôt, Solange. Bye bye. Merci à toi et plein de réussite et de bons moments à toutes.